Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette, invitation. Je vous avoue que là, je suis un peu, stressée, intimidée de prendre la parole avec, 2 interventions. La 1re, je pense qui a tracé des propositions politiques, extrêmement, concrètes et qui peuvent, être pertinentes dans le moment politique à 1 an de l'élection présidentielle où nous nous situons, et une seconde intervention qui a pris, énormément de hauteur et d'ambition et de gravité. Je vais tenter un petit peu modestement d'être à un niveau un peu entre ces 2 interventions, et de partager avec vous ce qu'on a pu travailler, dans un ouvrage, avec, Jean-Paul Godilière qui est, chercheur à l'INSERM, et puis, Pierre-André Juvin qui est, chercheur, au CNRS, autour de la pandémie et autour des questions qu'on avait envie, d'aborder et qu'on avait envie d'aborder à un peu notre grande famille, politique de gauche. C'était l'un des enjeux. On a choisi dans ce livre qui porte sur l'épidémie de Covid-19, de la passer à la moulinette d'une notion qui est passée de la médecine aux sciences sociales ces dernières années, qui est la notion de tri, et dont on a énormément parlé, depuis 1 an, et même avec une acuité, particulière ces dernières semaines. On sait que ce qui a, qui a contribué à faire, à modifier le pari qui était un pari fou et qui était un pari qui n'allait pas être tenu de la présidence de la République, sur le fait qu'il n'y aurait pas de 3e confinement. C'est une tribune, de réanimateurs dans le monde il y a 3 semaines, je crois, qui ont dit, «Le tri en réanimation, va avoir lieu si des mesures de freinage de l'épidémie ne sont pas prises, immédiatement». Mais c'est un débat qui court depuis toujours. Nous, c'est un débat qui nous a un peu étonnés parce que, en bons historiens, en bons, chercheurs en sciences sociales de médecine, un peu scolaire, on s'est dit: «Mais en fait, le tri en médecine, c'est tout le temps». Alors qu'est-ce que c'est que le tri en médecine? La notion, elle a émergé au 19e siècle, elle a émergé dans des crises, notamment des champs de bataille, et elle a émergé d'une pratique, de terrain un peu, hem qui ne correspond pas à la représentation qu'on peut avoir des objectifs de la médecine. Cette pratique qui consiste pour un médecin dans une situation de crise à ne pas forcément donner la prime, à la personne la plus mal en point. Quand vous êtes, sur un champ de bataille, on va dire pendant la guerre de Crimée, c'est là où on a les premières occurrences de la notion de tri. Et bien, quand vous êtes, un médecin, vous n'allez pas forcément diriger vos efforts, vers la personne qui va le plus mal, mais vers celle où vous pensez que les soins que vous allez pouvoir lui prodiguer vont avoir le plus grand bénéfice pour sa santé. Ça veut dire que celui qui est au seuil de la mort, malgré des souffrances, terribles, vous allez, éventuellement le laisser de côté, pour concentrer vos efforts sur celui où peut-être un garrot, peut-être, une évacuation sanitaire, lui donnera peut-être, la possibilité de vivre, plutôt que mourir. Alors cette notion de tri, finalement, elle s'est déclinée à l'ensemble de la médecine. Il y a des spécialités où le tri est très présent, et la réanimation est déjà une spécialité où le tri, c'est une grande partie de la pratique médicale. On l'a compris cette année pour ceux, et c'est bien normal, qui connaissaient pas les soins en réanimation. Les soins en réanimation sont des soins extrêmement lourds, extrêmement invasifs, et que, toutes les personnes ne seront peut-être pas en capacité de supporter, et qui seront peut-être pas des soins qui pourront apporter du bénéfice. Donc les réanimateurs, ça fait partie de leur formation. Une grande partie des interrogations qu'ils ont, c'est: «On emmène ou pas cette personne en réanimation? Est-ce que ça vaut le coup ou pas pour la santé de cette personne?» Là où le tri, et c'est ça dont on a parlé cette année, devient un tri dramatique, c'est quand ce n'est pas un tri entre des critères, une appréciation et une personne, c'est quand ça devient un tri entre 2 personnes, et que, il peut y avoir, une situation où, une personne qui, à état de santé égal, il y a 2 ans, aurait pu
accéder à la réanimation, aujourd'hui, du fait, de la suroccupation des lits de réanimation, n'aura pas accès à ces soins qui sont susceptibles, de lui, sauver la vie. Il y a l'idée que, il fallait que nous restions, dans le moment où, eh bien, c'est l'état de santé de la personne et pas la concurrence entre 2 états de santé qui amène à décider ou non de cet accès, en réanimation. Mais quand on regarde, le tri est une pratique habituelle. Là, il y a le cas des réanimateurs où c'est très fortement dans leur pratique et leur identité professionnelle, mais finalement, un médecin généraliste qui choisit, par exemple, d'étendre une consultation, pour une personne, de dépasser les 20 minutes ou la demi-heure, prévue pour prendre un peu plus de temps parce qu'il pense, que, la situation, la parole de la personne ou les examens à mettre en place, le commandent. Il fait un choix parce qu'il sait que, bah, ces 40 minutes, qu'il aura passées, ça sera peut-être certainement un peu de temps en moins avec les patients, qui suivront et donc, dans la pratique ordinaire, de la médecine, on fait du tri et d'une certaine façon, l'enjeu de notre livre, et c'est un peu exactement la question, qu'on a, envie de soulever, c'est de dire, la question n'est pas celle de faire ou non du tri, la question est de savoir sur quels critères on fait du tri et alors comme il nous reste peu de temps et puis, ça m'intéresserait de discuter avec vous, je vais essayer de réduire un peu pour se préserver, un temps de discussion. La question qu'on a voulu poser, elle est directement en lien entre les 2 interventions. C'est, à gauche, il faut qu'on sorte, d'un horizon qui serait celui, des ressources infinies, attribuées à la santé. D'une certaine façon, Valérie Cabanès nous l'a bien expliqué, la planète ne le supporterait pas. La planète ne, supporterait pas, qu'on, soit dans un seul horizon qui est de dire: «On va dépenser toujours plus, on va faire, toujours plus pour la santé, et pour le reste», parce qu'au bout d'un moment, ça sera avec dans une contradiction avec la question des ressources. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de dire que, le système de santé, il a manqué d'argent ces 40 dernières années. Mais et je crois que André Grimaldi l'a aussi bien montré, c'est aussi un problème de répartition de ressources et il faut, à gauche, qu'on réfléchisse à, quels sont les besoins de santé, qu'on veut, servir, en priorité. L'un des endroits où ça se pose de la façon la plus patente, moi je travaille aussi pour l'association de lutte contre le VIH, AIDE, c'est, la question du médicament. Aujourd'hui, il y a, de l'argent, de façon mirobolante parce qu'on est aujourd'hui à des traitements qui coûtent parfois plusieurs centaines de milliers d'euros, qui sont, passés dans des nouvelles thérapies contre le cancer. Ces nouvelles thérapies contre le cancer, elles sont extraordinaires. Il ne s'agit pas, d'en discuter le bénéfice thérapeutique. Du côté de l'immunothérapie, du côté des CAR-T, il se passe des choses extrêmement intéressantes avec des pistes thérapeutiques, qu'il faut explorer. Néanmoins, quand on choisit de donner 300 000 ou 400 000 € à, un laboratoire pharmaceutique, eh bien, c'est autant de postes de moins, d'infirmières, c'est autant d'argent de moins dans la prévention, qui va être fait. Alors il y a un premier levier qui est, d'augmenter les budgets et ça je pense qu'on l'appelle tous de nos vœux, mais il y a quand même un autre horizon dont il faut qu'on s'empare, c'est l'horizon où on a des choix démocratiquement, éclairés et dans le livre, on a essayé de tracer, 2 voies principales pour répondre à cette question-là. La première sur laquelle je voudrais, m'arrêter parce que c'est celle, finalement moi dans lequel, je suis le plus à l'aise, c'est la question de la santé communautaire. La question de la santé communautaire, c'est de déplacer le centre de gravité de notre système de soins. D'ailleurs, c'est assez intéressant, on parle beaucoup plus de système de soins que de système de santé qui est aujourd'hui centré sur l'hôpital et les soignants. Alors, c'est pas l'hôpital et les soignants pour le bonheur de l'hôpital et les soignants. On a vu que, ceux qui ont supporté l'intégralité de la gestion de la crise, c'est
et l'hôpital et les soignants, avec même en bout de course, le personnel de réanimation, qui finalement, a dû assumer en dernière instance toutes les décisions qui ont été prises, dans, la gestion de la pandémie et c'est un poids dont on voit et je pense qu'en termes de santé mentale des soignants, ils vont avoir, à supporter, ce poids, pour, des années et des années. On pourrait parler aussi des soignants, d'EHPAD. Je me permets, si vous avez le temps, pour, et puis, Corinne en a parlé tout à l'heure, il y a un entretien que alors il se trouve que je l'ai fait, mais c'est la parole des personnes qui est intéressante. Vous pourrez le retrouver sur le site de Mouvement sur la situation dans les EHPAD au printemps dernier, sur les coûts en termes de santé mentale, sur les personnels, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont eu à faire et sur l'absence, d'accompagnement des accompagnateurs à la mort. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, de ce qui s'est passé dans les EHPAD, de l'enfermement. Voilà, si vous avez, 5 minutes, pour aller voir cet article qui est en accès libre et on a fait peser sur tous ces personnels ce poids, de l'épidémie et il y a l'idée toujours que, les professionnels de la santé, ce sont les professionnels, de soins. Dans la lutte contre le VIH, ou sur pas mal de choses, on a pu être, pionniers. Ça fait, 20 ans, que ça soit dans les pays du Nord ou les pays du Sud, où ça s'est un peu déplacé. Avec l'idée que dans les communautés qui sont éprouvées par le VIH, il y a un réservoir d'expérience et de savoir-faire qui peuvent être utiles dans la lutte contre l'épidémie. En France, et ça a été une révolution quand c'est arrivé il y a 12 ans, il y a l'idée que le dépistage n'est pas forcément l'apanage des soignants, des laboratoires de biologie, mais peut être fait par des personnes et par des personnes qui ressemblent aux personnes qui vont venir se faire dépister. Que par exemple, quand on est, un, jeune homme, gay qui vit, dans une communauté qui est extrêmement frappée par le VIH, on peut faire passer un message qui va être particulièrement bien reçu par, un autre jeune homme gay, qui a un mode de vie qui ressemble, mais aussi, et ça je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a souvent des fausses représentations sur la santé communautaire qui seraient perçues comme une forme d'enfermement, c'est tout le contraire, mais, on a la conviction et on en fait l'expérience dans l'association pour laquelle je travaille, que, ce jeune homme, il peut aussi avoir un message qui va être reçu 5 sur 5 par, une femme née en Afrique subsaharienne qui, elle aussi, du fait de ses conditions de vie, est, très, exposée au VIH et au départ, quand, alors il se trouve que c'était elle, mais bien d'autres, on a dit: «Mais ce dépistage, on peut le faire maintenant qu'on a cet outil». Ça a été une levée de bouclier. Tout le monde disait: «Mais c'est impossible, mais vous vous rendez compte? Avoir une séropositivité qui n'est pas, annoncée par un médecin, les gens vont s'échapper, les gens ne vont pas accepter» et cetera. Nous, on s'aperçoit que, dans le quotidien, et bien, quand, une séropositivité, elle est annoncée par un acteur communautaire, les gens, ils restent plus dans le soin et ils sont plus susceptibles d'aller, à l'hôpital initier un traitement que quand c'est annoncé dans un laboratoire de biologie qui a plein de qualités, mais qui est, extrêmement anonyme. Et notre conviction, avec Jean-Paul et Pierre-André, c'est que ce décalage et cette implication, des non-soignants, elle est, non seulement possible, elle est non seulement essentielle pour avoir un système beaucoup plus, tourné, vers la prévention, mais elle est également indispensable pour avoir un système dont les besoins prioritaires sont définis par les personnes, elles-mêmes où, les besoins prioritaires, ils sont pas définis par, les forces du marché qui a complètement investi, avec, pour le meilleur, et pour le pire, les priorités. C'est-à-dire que, bah, voilà, aujourd'hui la priorité, c'est les traitements, très, très pointus, pour, le cancer. Mais ça va être aussi, tout ce qui relève de la biomédecine parce que la biomédecine, c'est facile à commercialiser, c'est facile à vendre. Si on décale, si on
on met les non-soignants beaucoup plus au cœur, qu'on lâche un peu la grappe aux soignants qui ont déjà, beaucoup à faire, avec le soin, on va avoir un système, qui se reconfigure. Il y a la question des communs, il on dans les discussions, on voyait que ça suscitait beaucoup d'intérêt et là aussi, je pense que c'est à la rencontre des 2 dernières, interventions. C'est comment on invente les bonnes échelles. Évidemment, le financement de la protection sociale, ça doit relever de l'État et c'est l'échelle pertinente, parce qu'elle est capable de, fédérer et de faire venir à elle la question de la fiscalité, des cotisations, sociales. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi inventer des échelles qui sont plus territoriales, qui sont au niveau de la municipalité, parfois même au niveau du quartier, pour déterminer des priorités de santé? Les inégalités sociales de santé qui se sont révélées, alors qui se sont pas révélées, qu'on a vues de façon, tragique et dont on a vu pendant l'épidémie qu'elles marchaient de façon systémique. Pourquoi, ça a déjà été dit, mais je pense que c'est vraiment, essentiel de reprendre toute cette logique systémique. Pourquoi les quartiers, populaires du 93 ont été plus, touchés? Parce que les personnes y sont plus touchées, par des maladies chroniques. On a beaucoup eu, et ça je pense que c'est important de le dire, une vision des maladies chroniques qui était extrêmement, guidée par les comportements individuels. Les gens qui ont des maladies chroniques, ça serait parce qu'ils ont trop mangé, ils n'ont pas fait assez de sport, une vision extrêmement, culpabilisante, et en fait assez passéiste du point de vue de la science, et du point de vue des avancées, de la biologie, où on s'aperçoit que les maladies chroniques, elles sont liées à l'alimentation, mais elles sont aussi liées à des facteurs, génétiques, que les maladies cardiovasculaires, et les maladies elles sont aussi liées à des facteurs comme la qualité de l'air, dont on est en train de s'apercevoir, que c'est un facteur, très important. Et où est-ce qu'on a, une mauvaise qualité de l'air? Bah, c'est beaucoup dans ces, cités, par exemple du 93, qui sont très proches du périphérique, des bretelles de sortie, d'autoroute. Donc il y a aussi un enjeu extrêmement fort à ce qu'on sorte de cette vision, culpabilisante, des maladies chroniques. Les maladies chroniques, elles sont là et c'est pas la faute des personnes, elles sont beaucoup là dans ces quartiers. Dans ces quartiers, on vit dans des logements plus petits où, bah, quand il y en a un qui est malade, ça va être, très, très compliqué de s'isoler et surtout, et c'est le point essentiel, ces quartiers, c'est eux, qui, ont permis à la société de continuer à s'alimenter, de continuer, à se reproduire au sens le plus simple du terme pendant l'année qui vient de s'écouler. C'est parce que de ces quartiers populaires partent tous les jours des gens, pour, être, caissières de supermarché, pour aller, dans les EHPAD. Qu'on a, pu continuer depuis 1 an et demi, pour, ceux qui a été pour qui c'est possible, de télétravailler sans avoir, d'angoisse, de pénurie, dans les supermarchés ou autres. Et on voit que, bah, du fait de ces conditions de travail, ces personnes, elles sont plus susceptibles de ramener, chez elles le virus et de contaminer leurs proches, qui sont des proches, qui sont plus susceptibles d'être touchés par des maladies chroniques et donc de faire des formes graves. Un point aussi très important, qui a été, il me semble, pas assez évoqué, c'est que dans ces quartiers, on a plus tendance qu'ailleurs à vivre plusieurs générations, sous le même toit, et à avoir jusqu'à 3 voire même 4 générations qui vivent sous un même toit. Et là aussi, du point de vue, de la rudesse, de l'épidémie, ça a été très important. Et notre proposition principale, enfin nos propositions principales dans le livre, c'est de raisonner à l'échelle de ces quartiers, que ces personnes aient la possibilité de dire, «Eh bien, c'est ça ma priorité». Peut-être que la priorité des gens, par exemple, ça sera pas forcément, de mettre l'accent sur, perdre du poids ou faire plus de sport. Elle sera peut-être, sur, justement, la qualité de l'air. Ça sera peut-être sur autre chose, que les représentations qu'on peut avoir de ce que sont les priorités des personnes. Et puis, le deuxième aspect, c'est de donner la possibilité
dans une forme qui ne soit pas uniquement la forme du bénévolat, d'avoir ces acteurs de santé communautaire qui peuvent apporter, cette connaissance qu'ils ont du terrain et de la vie réelle des personnes et j'en viendrai à mon dernier point qui est celui de la réduction des risques. La réduction des risques, alors ça peut paraître quelque chose, de extrêmement, pratico-pratique. On est tous devenus des réducteurs des risques dans l'année, qui vient de s'écouler. On s'est bien rendu compte qu'il était complètement impossible d'avoir le comportement idéal de santé publique, enfin en tout cas de lutte contre l'épidémie en toutes circonstances et on l'a tous éprouvé à un moment, même quand on était dans de bonnes conditions, qu'il pouvait à un moment y avoir une contradiction entre la préservation de notre santé mentale et la lutte contre, le Covid-19 et on a tous à un moment fait des choses qui étaient, pas tout à fait dans ce qu'il, faudrait faire et que ce qui nous a permis de rester, dans une attitude de prise en charge de notre santé, ça a été d'avoir des repères extrêmement, précis. De savoir que, eh bien, si on voit un ami, si on le voit à l'extérieur masqué, ça va être c'est peut-être pas dans les règles du gouvernement si on le voit aujourd'hui après 19 heures, mais en tout cas, il est bien mieux de le voir, à l'extérieur masqué que, enfermé, autour, d'un repas et on a très peu parié, dans, la politique qu'on mène depuis 1 an sur cette réduction des risques, sur le fait de donner des échelles de risque, aux personnes qui leur permettent, si vous me passez cette expression, mais on est presque à l'heure, du déjeuner, de faire notre tambouille. Et on a très peu aussi fait confiance à la tambouille des gens. Pour vous donner un exemple parce que historique, de très, qui pèse très lourd, dans, l'histoire de la santé publique, c'est l'histoire de la réduction des risques pour les usagers de drogue. Dans les années, 80, quand le VIH a emporté de façon, dramatique les usagers de drogue par voie intraveineuse, parmi lesquels il y avait beaucoup des enfants des quartiers populaires dont je vous parlais tout à l'heure. On a, quand, des médecins, des acteurs associatifs ont dit: «Il faut donner du matériel d'injection propre à ces personnes». Il y a eu, y compris dans les gens extrêmement spécialisés dans l'usage de drogue, des gens qui ont dit: «Mais vous n'y pensez pas, on va les encourager à, se calmer encore plus et de toute façon, ces gens ne seront jamais capables, de suivre un protocole pour s'injecter et puis finalement, quand on s'injecte de l'héroïne, c'est qu'on n'en a rien à faire, de sa santé, ça ne marchera jamais votre truc. L'histoire et d'ailleurs, il y a un certain nombre de témoignages de médecins addictologues qui, avec beaucoup d'humilité, disent: «Bah, excuse-moi, je m'étais trompé». L'histoire a montré et ça a été le cas dans tous les pays du monde, qu'à partir du moment où on a donné à ces injecteurs du matériel propre, ils ont pu appliquer et faire leur propre tambouille pour, leur, santé et que de façon, majeure, le taux, d'infection, heu au VIH par voie intraveineuse a chuté. Aujourd'hui en France, c'est 1 ou 2 par an, des infections au VIH qui se font par cette voie-là. Aujourd'hui en France, l'écrasante majorité, des injecteurs, c'est grâce au programme d'échange de seringues, mais c'est surtout grâce à leur propre mise en place de protocoles et la sensibilisation qu'ils peuvent faire auprès d'autres usagers, a permis, d'arriver à cette, réussite de santé publique et d'ailleurs, finalement, on a vu qu'il y avait pas de contradiction entre, d'un côté, la prévention des risques liés au VIH et ceux liés, à l'usage de drogue parce que pour beaucoup, les programmes d'échange de seringues ont été la porte d'entrée vers les traitements, de substitution qui sont arrivés dans les années 90. Pour le covid, rien de ça n'a été mis en place. On n'a jamais écouté, la parole et les besoins des personnes et on n'a jamais, compté, sur eux et là-dessus,
pour la gauche, cette politique des besoins d'une part, c'est-à-dire de savoir ensemble quels besoins on veut mettre sur le haut de la pile et quels sont ceux, dont on juge qu'ils sont moins, prioritaires. Cette question, de faire varier, les échelles et de s'émanciper parfois de notre millefeuille administratif qui correspond pas à la vie des gens. Et la troisième chose, c'est de laisser définir les personnes elles-mêmes, quels sont leurs besoins en santé. Ça nous semble, dans ce trio-là, qu'on peut trouver une façon de, dépasser, le l'ornière dans laquelle on est pris actuellement.